Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix en audio. Les plus aguerris d'entre vous nous écoutent le vendredi matin à partir de 9h, mais vous avez toute la semaine pour nous rattraper en audio et sur YouTube également. Alors en audio uniquement bien sûr, mais vous avez la possibilité de nous écouter également sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify et j'en passe. N'hésitez pas, dès que vous écoutez les premières secondes de ce podcast, à vous abonner, à liker bien sûr, à commenter si vous en avez la possibilité sur vos applications, et puis surtout d'en parler entre vous. Alors comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon acolyte, David, comment vas-tu? Eh ben très bien, prêt à attaquer ce nouveau Critflix. Carrément, donc là pour l'instant on est sur la deuxième émission de cette nouvelle saison, j'en suis vraiment ravi. On va commencer comme d'habitude avec des recommandations. Alors cette fois-ci je vais prendre la main, je vais faire la première recommandation et celle-ci ce sera grâce à toi, grâce à ta news de la semaine dernière sur TF1+, et j'ai pu recommencer à regarder Demon Slayer. Alors tu vas encore dire que je suis à fond dans le Japon comme c'était le cas pour les Critflix Awards, mais j'ai pu recommencer la fin de la saison 2 que j'avais très légèrement oublié de Demon Slayer et commencer surtout la troisième saison que j'attendais avec beaucoup d'impatience à l'époque où j'avais encore Netflix ou non c'était Prime Video je crois. Enfin, en tout cas, c'était un des deux, mais je n'ai plus aucune de ces deux plateformes et donc forcément plus accès à Demon Slayer. Donc, je suis très content de pouvoir retrouver gratuitement ce superbe animé. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, Demon Slayer, le sujet est assez simple. C'est dans un Japon féodal très légèrement magique où un jeune homme voit sa famille mourir devant ses yeux et sa sœur être transformée en démon, et il décide de trouver une solution pour sauver sa sœur, pour la rendre de nouveau humaine, et pour ça il l'enferme malheureusement dans une boîte puisqu'elle ne supporte plus la lumière du jour, et il va devenir un épéiste au service d'une congrégation secrète qui détruise les démons, et donc il va devoir devenir de plus en plus fort en utilisant les éléments et sa respiration pour devenir un très bon épéiste, un très bon presque samouraï dirons-nous. Et, les dessins sont absolument magnifiques, le scénario est un petit peu basique, mais en tout cas les dessins sont vraiment très jolis. Chaque saison est assez courte, je crois que c'est entre 13 et 14 épisodes, hein, donc on est loin de la centaine d'épisodes par saison qu'on pouvait avoir dans un Dragon Ball ou un Naruto à l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer, il n'y a pas de ou très peu d'épisodes hors série, hein, c'est un fil rouge tout du long, on n'a pas trop le temps d'attendre, donc voilà, c'est vraiment très dynamique, moi j'aime beaucoup, les personnages sont très bien faits, et voilà, c'est un moment très Japon féodal qui fait du bien, donc je vous conseille, ça s'appelle Demon Slayer, et c'est disponible sur TF1+. Et toi, ta recommandation de la semaine, David, qu'est-ce que c'est? Alors moi, ma recommandation de la semaine, elle est sur Netflix, et c'est un film documentaire que j'ai trouvé absolument passionnant, que j'ai regardé lundi soir, qui s'appelle The Greatest Night in Pop. C'est un film qui est sorti au tout début de l'année 2024, au mois de janvier, et c'est un film documentaire qui raconte l'histoire de la création du tube We Are the World. We Are the World, c'est un tube qui est sorti en 1985, et dont tous les bénéfices sont allés à à l'aide aux personnes qui mouraient de faim en Éthiopie. Et donc ce film, il retrace l'histoire de cette chanson incroyable. On a tous déjà entendu We Are the World, composé par Lionel Richie Bien sûr. et Michael Jackson, et en fait c'est les coulisses de la création de cette chanson, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette chanson, elle est incroyable, mais surtout ce qui la rend incroyable, c'est la pléiade d'artistes qui sont présents dans la chanson. Alors, parmi les plus connus, hein, Bob Dylan, évidemment, Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, bref, une myriade d'artistes. Et en fait, c'est véritablement passionnant parce qu'au début, on découvre comment est-ce qu'ils ont l'idée de se dire tiens, il faudrait qu'on fasse une chanson pour l'Éthiopie. Ensuite, on découvre que Lionel Richie veut la faire composer par Stevie Wonder qui ne lui répond pas, et du coup, il se dit bon je vais le faire avec Michael Jackson. Mais ce qu'il leur manque, c'est un moment pour réunir tous ces artistes pour faire la chanson, et Oui, tu m'étonnes. pour éviter que les égos soient compliqués. Et en fait, ils vont avoir l'idée de génie de faire ça le soir des American Music Awards en 1985. Ah. La cérémonie passe à la télé en direct, et en plus, c'est Lionel Richie qui est maître de cérémonie. C'est lui qui, en plus d'être maître de cérémonie, va gagner plein de prix ce soir-là, mais il dira je n'avais qu'une chose en tête, c'était l'enregistrement de la chanson après. La cérémonie se termine vers 22h, et donc on a 43 stars qui vont s'enfermer dans un studio de 22h jusqu'à la fin de l'enregistrement à 6h30 du matin. Et c'est passionnant parce qu'on voit évidemment des petites guerres d'ego. On voit qu'une jeune femme est invitée parce qu'on espère avoir Prince et qu'on sait que c'est sa relation de l'époque. On voit que Bob Dylan est très mal à l'aise parce qu'il n'a pas l'habitude de ces grandes pléiades d'artistes. On voit que Bruce Springsteen se fatigue la voix. On voit vraiment
tout ce microcosme de superstar et qui est en train de vivre ça de l'intérieur. Et c'est vraiment vraiment fascinant parce que on voit Lionel Richie qui est quand même très, comment dirais-je, inquiet par le fait que tout puisse se faire en une nuit. On voit que certains vont avoir un petit peu tendance à boire, à pas être hyper dans des états parfaits pour réaliser cette chanson. Et donc on voit Quincy Jones, qui est d'ailleurs nous a quitté l'année dernière, qui est le grand réalisateur de cette chanson, et qui va s'arracher les cheveux pour arriver à ce que tout puisse se passer pour le mieux. Il avait mis une grande pancarte à l'entrée du studio avec marqué « Laissez votre ego dehors ». Et c'est vraiment fascinant. Moi, je l'ai vu parce que voilà, je vais animer bientôt une soirée concert dans laquelle il y aura cette chanson, et je voulais en savoir plus sur la chanson. Et en fait, je me suis dit, oula, 1h42 sur un documentaire sur une chanson, est-ce que c'est pas un peu long? Et en fait, il y en aurait eu 1 heure de plus. Je pense que j'aurais pris parce que c'était vraiment juste fascinant. J'ai passé un super moment devant ce documentaire qui donc s'appelle The Greatest Night in Pop. Et c'est sorti l'année dernière sur Netflix. Et puis je vais faire une mini reco pour te remercier, David, puisque tu m'avais conseillé un film il y a quelques temps que j'ai regardé cette semaine, qui s'appelle Hitman, qui est un Canal Plus première, avec Glenn Powell dans le rôle principal. Je savais pas que c'était un film de Richard Linklater, qui est quand même un réalisateur qui nous avait plus habitués à un style un peu plus arrêt-essai. Et c'est vrai que cette histoire de ce faux tueur à gages qui va tomber amoureux d'une de ses clientes, je suis tombé dedans les 2 pieds en avant. Vraiment, j'ai été happé par le film, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et la fin est surprenante. La fin est surprenante, elle est assez, presque même on pourrait dire dérangeante d'un point de vue moral. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment devant ce film, donc merci beaucoup à toi de me l'avoir conseillé. Comme quoi, les recos, ça sert. Hein. Ma reco est une indication de toi de la semaine dernière. Et ta reco de cette semaine est également grâce à un ancien Critflix, donc c'est super. On va tout de suite passer aux audiences, hein, sans transition la suite, comme diraient les guignols. Donc, écoute, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, enfin en tout cas la semaine dernière, à la télévision ? Alors on va commencer par notre fameux duel du dimanche qui est opposé le jour d'après à Rebelle. Alors les chiffres sont extrêmement proches l'un de l'autre. On avait parié une victoire du jour d'après qui fait 3,2 millions de téléspectateurs et Rebelle fait 3,13 millions de téléspectateurs. En part de marché, TF1 est devant parce que le film est plus long, mais on est quand même à plus de 3 millions sur les deux films, ce qui est relativement rare pour être signalé. À noter que Basic Instinct sur Arte fait 1,2 million, ce qui est un chiffre tout à fait honorable. Et moi j'étais devant TFX avec Les Trois Frères, qui ont fait 400 000 téléspectateurs. Un petit mot pour vous dire que le Big Deal a cartonné encore la semaine dernière, il est passé du jeudi au vendredi, et on est encore à 1,8 million de téléspectateurs, vraiment les chiffres ne bougent pas, mais surtout le Big Deal là se retrouve devant TF1, avec sa soirée spéciale Jeff Panaclock, soirée qui n'apparaissait pas sur les programmes télé, puisque de base ça devait être Gladiators, mais en tout cas, sacrée performance pour le Big Deal. Ce qui risque vraiment de concurrencer le Big Deal maintenant, ça va être le vendredi 24 janvier, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la soirée spéciale Club Dorothée sur TF1, et là ça va être un sacré concurrent pour le Big Deal qui va donc se retrouver, et puis après il y aura Danse avec les stars à partir du vendredi suivant, donc mais même si le Big Deal venait à perdre quelques centaines de milliers de téléspectateurs, vraiment ce serait pas grave parce que les audiences sont vraiment absolument énormes. Et les retours aussi. Et les retours, les gens sont super contents du retour de cette émission, donc c'est vraiment des scores qui sont excellents. Un petit mot pour vous dire que le lundi, Erika est toujours loin devant sur TF1, avec 4 200 000 téléspectateurs, loin devant Rivage sur France 2. C'est vrai que moi j'ai laissé tomber du coup Rivage, vraiment, j'ai essayé de regarder le 3e épisode et ça m'a pas plu du tout. Donc moi j'ai commencé Erika. Ah ouais, alors c'est comment ? C'est pas mal. J'aurai l'occasion de vous en parler à la fin de la saison. Les 2 premiers épisodes étaient très bien. On a commencé donc le 3e épisode hier soir en replay. J'attends de finir la saison pour être sûr de vous donner mon avis. Et enfin, ça va être un peu notre fil rouge de cette année, les audiences de RMC Story le mercredi soir, puisqu'on rappelle que la chaîne a pour la première fois, sous l'impulsion de Nicolas de Taverneau, décidé de passer du cinéma sur son antenne. Eh bien, c'est encore une sacrée réussite avec Mad Max Fury Road, qui fait 622 000 téléspectateurs. Alors certes, on est loin du million, mais ça permet à RMC Story d'être comme
une fois encore la 6e chaîne du plateau de toutes les chaînes télé, ce qui est assez rare pour être signalé. Alors certes, derrière TF1, France 2, M6, France 3 et Arte, mais elle est la première chaîne de la TNT. Elle est devant C8 avec Mongeville, devant W9 avec la nouvelle saison de l'Île de la Tentation, devant The Novemberman sur TF1 Série Film, devant TFX, C-Star, TMC, RMC Story et France 5, Sister, Wow. Gulli, tout ça. Donc c'est vraiment très 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 encourageant pour cette nouvelle case. Et Tu peux nous d'ailleurs, rappeler le numéro de chaîne? c'est la numéro 23, hein, c'est Ah la ouais. même numéro de chaîne que pour le Big Deal. Et d'ailleurs, on va découvrir ensemble tout à l'heure, eh bien, le film qu'ils ont décidé de programmer la prochaine fois. Ah, j'ai hâte. Voilà pour les audiences, c'est tout pour moi. Eh ben écoute, on va tout de suite passer du coup, maintenant qu'on a fini les audiences, à notre section news, celle que vous attendez avec impatience. Et pour cette section news, on va tout de suite commencer avec la tienne, David. Tiens, je vais te laisser la main cette fois-ci. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur la première news? Peut-être une news en rapport avec la télé, toujours. Oui, effectivement, alors ma première news, ça va être la nouvelle numérotation des chaînes télé. Alors attention, cette nouvelle numérotation, elle va avoir lieu le 6 juin. Il faut savoir que C8 et Énergie 12 vont disparaître le 28 février, mais la nouvelle numérotation, elle va n'arriver que le 6 juin. Alors voici à quoi va ressembler cette nouvelle numérotation. Vous aurez toujours évidemment TF1 sur la 1, France 2 sur la 2, France 3 sur la 3, mais attention, comme Canal+ a décidé de se retirer de la TNT en soutien avec C8, eh bien c'est France 4 qui arrive sur le canal 4, et donc on aura enfin les premières chaînes de 1 à 6 qui seront bien dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, France 4 donc sur le canal 4, et cette annonce n'a pas été faite seule, puisque France Télévisions a annoncé le retour de France 4 dans les audiences quotidiennes de médiamétrie. Il faut savoir que depuis que France 4, Culture Box s'était positionné sur des programmes un peu plus familiaux et culturels, eh bien la chaîne avait demandé que ces audiences ne soient comptabilisées que en médiamat thématique, donc avec les audiences du câble Ah qu'on oui, a forcément, plusieurs bien fois dans sûr. l'année. Et donc là, bah, ils ont demandé de nouveau comptabiliser, donc tous les matins à 9h, on aura les audiences Ah, de France 4, et ça veut dire, j'imagine aussi que cette nouvelle place sur la TNT risque de leur ramener peut-être plus d'audience et bien aussi plus sûr. des programmes un petit peu différents. Donc on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être très intéressant de voir qu'ils restent dans la réessai par exemple complet comme ils Ouais, l'ont fait tous les samedis soirs et qu'en plus de ça, ça ramène du monde comme on le voit sur Arte qui dépasse souvent le million avec des films qui sont un petit peu plus, on va dire, cinéphiles quoi. tout à fait, tout à fait. Donc on a hâte de voir ça. Canal 5, France 5, 6, M6 bien sûr, 7, Arte. Nouveauté sur le 8 à la place de C8, alors on va avoir la chaîne parlementaire. Alors ça fait un peu grincer des dents, puisqu'aujourd'hui les audiences de la chaîne parlementaire, c'est seulement 0,6% des spectateurs qui regardent cette chaîne, et donc la chaîne parlementaire va se retrouver, c'est la dernière chaîne aujourd'hui de la TNT, la moins regardée, elle va se retrouver sur le canal de la chaîne TNT la plus regardée. Alors évidemment ça fait aussi râler parce que c'est une chaîne publique, et que du coup France 2, France 3, France 4, France 5, Arte et la chaîne parlementaire, les chaînes publiques se retrouvent donc toutes plutôt bien loties, point de vue numérotation. Et ensuite, eh bien, on reste avec W9 sur la 9, TMC sur la 10, TFX sur la 11. Et attention, si vous avez des jeunes têtes blondes, des enfants qui regardent Gulli, ou si vous êtes fan de la chaîne, eh bien, il faudra dorénavant vous brancher sur le canal 12 de la TNT, Gulli, qui arrive donc juste après TFX. Sur ce nouveau canal, il faudra habituer vos enfants et vous habituer pour vos rendez-vous familiaux. J'ai d'ailleurs eu le message, c'était hier matin, de Tefou qui me disait de passer sur TFX. On était arrivé à l'heure dite où Ah ouais. Bonjour allait commencer. Et donc on a eu un petit logo avec une petite animation qui nous disait maintenant passer sur TFX. C'était assez marrant. On va avoir CNews en 14, puis LCI sur le canal 15 et France Info sur le canal 16. C'est le fameux regroupement des chaînes info sur ces quatre canaux proches, puisque actuellement, on rappelle, BFM TV c'est 15, CNews 16, LCI 26 et France Info 27. Et là aussi, ça fait un peu grincer des dents, ça fait surtout grincer des dents BFM TV et CNews, puisque CNews voulait conserver son canal 16, et la direction de CNews a dit, eh bien, on donne notre canal 16 nous sommes la première chaîne info de France, et notre canal de première chaîne info de France va être maintenant euh, dévoué à la dernière chaîne info, donc ça fait beaucoup grincer des dents. Et puis bah BFM TV, ils auraient aimé garder leur canal 15 parce qu'ils savent que les Français ont l'habitude de les retrouver sur le canal Bien 15 sûr. et ils ont peur que les gens en tapant 15 tombent sur LCI, préfèrent les programmes d'LCI et ne reviennent pas vers eux. Donc attention, BFM TV a déposé un recours auprès de l'Arcom pour éviter de ce changement de numéro. Il faut savoir que ça a quand même très peu de chances d'aboutir. Bah, on voit ce que ça donne, les derniers recours qui ont été faits à l'Arcom n'ont Ouais, pas c'est clair. vraiment été C'est jusqu'au clair. bout.
Alors, C-Star reste sur la chaîne 17. On sait qu'il avait été évoqué un temps que C-Star arrive en numéro 8 ou en numéro Oui. 12. Est-ce que dans ces conditions, Touche pas à mon poste reviendrait sur C-Star? On sait que pour l'instant, il y a on va dire des discussions, mais on sent vraiment que le torchon brûle entre Cyril Hanouna et Canal+. Hier, un des chroniqueurs de Cyril Hanouna a fait de la pub pour un documentaire qui va passer sur Canal+, dans Touche pas à mon poste, et la réponse de Cyril Hanouna a été cinglante. Il a dit, c'est hors de question qu'on fasse de la pub pour ce programme, jamais une seule fois Canal+ ne s'occupe de nous, jamais une seule fois Canal+ ne fait de la pub pour C8, jamais une seule fois Canal+ ne fait de la pub pour Touche pas à mon poste, donc on ne parlera pas de Canal+ sur C8. Ce qui est Oh quand là là. même assez fou, parce qu'il faut rappeler que c'est de la maison mère de C8, Canal+, quand même. Ouais, et Et puis il a que... toujours été au pied de Bolloré. Ouais, Enfin, ouais. voilà, il a toujours remercié, il a toujours été à fond là-dessus. Et donc là, c'est vrai que retourner sa veste comme ça d'un coup, c'est quand même assez dangereux de sa part. C'était assez surprenant, enfin dangereux je pense pas, parce qu'il en a rien à faire, et il sait très bien que s'il reste pas dans le groupe Canal, il va rebondir Oui, c'est ailleurs. vrai aussi, Mais disons bien que ça sûr. montre bien, je pense que vraiment les tensions sont très présentes entre Cyril Hanouna et le groupe Canal+, en ce moment. Mm. Sur le canal 18, ce sera la nouvelle chaîne de Daniel Krasinski, hein, ce milliardaire tchèque, et le nom de code de cette chaîne, c'était Réel TV, je sais pas si tu t'en souviens, on en Bien avait sûr. parlé un peu sur Netflix. Eh bien, depuis aujourd'hui, on connaît le nom officiel de la chaîne, ce sera pas Réel TV, la chaîne s'appellera T18. T18. D'accord. Alors pourquoi T18? Eh bien, il a expliqué tout simplement que le T c'est pour télévision, car ce milliardaire veut marquer pour lui l'importance de ce média. Il dit on est fier de faire de la télévision, qu'on ne soit pas une plateforme ou un média différent. Donc on veut Mhm. marquer le T avec ce T, bien dire que nous sommes de la télé, nous faisons de la télévision. Et 18, eh bien évidemment, c'est pour rappeler le numéro de la chaîne. Et ça, c'est plutôt d'un point de vue marketing intéressant et intelligent, parce qu'effectivement, on va pas la connaître cette chaîne, et donc au moins en disant bah tiens ça ce soir ça passe sur T18, bah on ira tous Oui, sur la 18. Ce qui est quand c'est même ça. franchement plutôt malin. On se souvient que l'équipe 21 par exemple, Ouais, bien sûr, tout à fait. qu'RMC Story avant d'être RMC Story et d'être racheté par le groupe RMC SFR, c'était numéro 23. Je sais pas si vous vous Bien en sûr. rappelez de cette chaîne, et donc voilà, c'est plutôt malin. La On a eu chaîne NT11 aussi au tout début. NT1, ouais, NT1 sur la 11 NT1, oui, effectivement. pardon. Ouais. Et d'ailleurs, il avait été question il y a peu de temps que TMC se renomme TMC 10 pour aussi indiquer aux Eh oui, bien sûr. téléspectateurs le numéro. Alors, cette chaîne T18, elle va commencer d'émettre le 6 juin. Donc voilà, elle apparaîtra le 6 juin sur le canal 18. Le canal 19, lui, alors il était vacant depuis très longtemps, depuis la disparition de France O. Eh bien, le canal 19, il va être la propriété de Ouest France TV. On ne sait pas encore si cette chaîne va continuer de s'appeler comme ça ou pas. Mais par contre, chez OF TV, on a bien dit que la chaîne pourrait commencer d'émettre seulement à partir de septembre. Donc il Ah, faudra un d'accord. peu s'armer de patience. Et puis la suite de la numérotation, elle est classique, hein. Sur la 20, on aura toujours TF1 série film. Sur la 21, l'équipe. Sur 22, Sister. 23, RMC Story. 24, RMC Découverte. Et 25, Chérie 25. Voilà donc pour cette nouvelle numérotation de la TNT. Et donc tout ça sera actif, tu nous as dit, en juin, c'est ça? Le 6 juin. Ouais, ce sera le 6 juin Ok. qu'on aura cette nouvelle numérotation. Donc en attendant, je crois, parce que Canal+ va arrêter d'émettre dans quelques temps, on aura un écran noir sur la Ouais, 4 le on temps que aura tout un écran soit... noir sur la 4, sur la 8 et sur la 12, effectivement. Et il faudra bien sûr faire une mise à jour de chaîne, je suppose. Sans doute, ouais, il y a des chances. Ah, ok. Eh ben c'est super, vous me connaissez, moi je suis plutôt du côté du grand écran, donc je vais vous parler d'une news qui concerne plutôt la salle obscure, et je vais vous parler de la nomination des BAFTA. Alors vous savez, le BAFTA c'est l'équivalent britannique des Oscars, hein, ça donne déjà le ton. Après les Golden Globes qui sont très très larges au niveau de leur nomination, les BAFTA se resserrent un petit peu en attendant les Oscars qui pour l'instant n'ont toujours pas leur nomination, puisque les nominations pour les Oscars se feront le 23 janvier, on vous l'avait dit, il me semble, ça avait été repoussé à cause des incendies à Los Angeles. Alors pour vous dire, les BAFTA, je vais pas vous donner tous les nominés parce qu'il y en a énormément. Je vous laisse aller voir ça sur le site par exemple de Hollywood Reporter, hein, ils ont fait tout le listing, mais je vais vous parler surtout de ceux qui ont le plus de nominations et vous expliquer comment ranger ces nominations, comment les BAFTA ont rangé ces nominations. Comme par exemple les 12 nominations, tu vas être content David, pour Conclave. Ah, 12 super, nominations pour super, super. Conclave, qui est juste devant Emilia Pérez avec 11 nominations. On a ensuite The Brutalist, que nous, on n'a pas encore la chance de pouvoir voir en France, avec 9 nominations. Anora, qui en a 7 également. Wicked, qui en a 7 aussi.
On va avoir du coup un parfait inconnu ici en France, 6 nominations également. Dune partie 2, 7 nominations. Nick Cap, alors ça je n'ai pas le titre français, c'est 6 nominations également. Etc., etc. Ensuite, on baisse un petit peu de Substance, qui a quand même 5 nominations à son actif. Et ensuite, on passe sur 1 ou 2 nominations par film. Je ne vais pas vous faire tout le listing. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette fois-ci, c'est très étrange, puisque les BAFTA ont classé par maison de production. On sait par exemple que Universal Pictures et Focus Interactive, qui est la version art et essai d'Universal, un peu l'équivalent de... comment c'est à chaque fois j'oublie le nom, de 20th Century Fox, Searchlight. Donc Focus c'est l'équivalent de Searchlight. Et bien ici, Universal Pictures et Focus Features ont 32 nominations à leur actif cette fois-ci. Netflix en a 16, alors c'est marrant parce qu'encore une fois, Emilia Pérez se présente sous l'étendard de Netflix à l'international, alors que chez nous, il est plutôt du côté de chez Pathé. On a Black Bear aussi, qui est une maison de production qui a 15 nominations, dont celle de Conclave d'ailleurs. Et le film Sing Sing hein, sur ce jeu, sur cet homme afro-américain en prison. Walt Disney Pictures qui a 10 nominations, Warner qui en a 8, et ensuite on a Studio Canal qui en a 7, Mubi qui en a 6, parce que là-bas, Mubi, comme Netflix, est considéré du coup comme un producteur à part entière, et donc du coup, chez nous, c'est une simple plateforme de streaming, mais chez eux, ils produisent des films. Donc, par exemple, The Substance sera sous l'étendard de Mubi là-bas. Donc ça, c'est assez intéressant. Paramount Pictures qui a 3 nominations, mais c'est uniquement pour Gladiator 2, etc. etc. Voilà, on peut aller jusqu'à tout en bas, où là, on retrouve Modern Film, qui est une maison de production que je ne connais pas du tout, mais qui va permettre au Royaume de Kensuke, ce film d'animation qu'on avait eu, tu sais, l'année dernière, sur ce jeune homme qui est perdu sur une île déserte, et bien ça lui permet d'avoir une nomination dans la catégorie des films d'animation, justement. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un panel très très large cette année au BAFTA, et je voulais vous en parler parce que je trouve ça très bien que ça s'élargisse. Alors c'est vrai que pour l'instant à Cannes on n'autorise toujours pas les plateformes de streaming à présenter leurs films pour des problèmes tout simplement de salle obscure. Hein. Le Festival de Cannes considère toujours qu'un film ne peut être autorisé en nomination que s'il passe par la salle obscure, ce qu'on comprend tout à fait nous ici en France, encore une fois, à cause ou grâce à la chronologie des médias. On pourra peut-être vous en parler d'ailleurs d'ici quelques semaines, puisque à mon avis il y a quand même pas mal de choses qui risquent de bouger dans les semaines à venir. Dès qu'on a des infos, on vous en parlera. Mais voilà en tout cas pour les BAFTA. Et encore une fois, ne pas oublier qu'il y a énormément de cérémonies qui vont arriver les unes après les autres, et énormément de récompenses du coup pour tous ces films-là qui ont tourné en 2024 et qui vont tourner en 2025. On va repasser de ton côté, David, et tu vas nous parler d'un article du Parisien. Effectivement, je vais te parler d'un article passionnant qui est paru dans le Parisien, c'était cette semaine, et c'est un article qui nous dit que les Français commencent à avoir un vrai désamour envers les plateformes. Selon cette étude Ipsos révélée par le Parisien, 80% des Français estiment qu'il y a trop de plateformes avec des contenus trop chers. C'est énorme. C'est énorme, vraiment 8 Français sur 10. On a notamment Victor, un Français de 43 ans, qui dit qu'il trouve qu'il y en a trop, que c'est trop cher, et que pour lui, il a vraiment beaucoup plus envie de se mettre sur le gratuit. Cette étude, elle nous raconte aussi que près d'un Français sur deux, 46% des Français, trouvent que l'offre est aussi qualitative sur le gratuit, c'est-à-dire sur la télé linéaire, sur TF1+, France.tv, Arte.tv, M6+, et Pluto TV, que tout cela est aussi qualitatif que Disney+, Netflix, Prime Video, etc., etc. Et je vais pas dire que ça fait plaisir, mais c'est quelque chose qu'on théorise quand même depuis 2 ans. Et le témoignage de cet homme qui dit « Pour moi, c'est l'angoisse d'avoir trop de choix de programmes. C'est comme me donner un accès à un buffet à volonté. Je finis par trop manger, picorer plein de choses, et je termine mécontent. » Et c'est exact, et c'est vraiment super intéressant ce qu'il raconte. Il dit qu'il a Canal+, mais qu'il a résilié avec soulagement Prime Video et Netflix. Et que pour lui, voilà, alors il dit qu'il a commencé de quitter Netflix au moment où il y a eu la chasse aux comptes partagés, et qu'en fait, aujourd'hui, il va sur Canal, il regarde la télé linéaire, et que ça lui va très bien. Et en fait, c'est pas moi. Mais non, c'est un quadragénaire et il vit à Marseille, il a 43 ans. Okay. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'en fait sur Netflix, ça fait des mois voire des années qu'on vous dit que les gens commencent d'en avoir marre, et là, vraiment c'est l'Institut Ipsos quand même qui vous dit que 80% des Français trouvent qu'il y a trop de plateformes, que c'est trop cher, et quand même un Français sur deux qui trouve que la télé
donnent des résultats aussi bons que les plateformes, notamment avec les offres cinéma et les offres séries qui sont proposées aujourd'hui par la télévision. Donc voilà, c'est un article qui m'a fait plaisir parce que il dit aussi ce que je pense. Alors je suis mal placé parce que je suis abonné à Netflix et à Prime ainsi qu'à Canal, mais c'est vrai que à part dans des moments très ponctuels, c'est des contenus que je regarde de moins en moins, et en fait avec le gratuit on a largement de quoi faire, moi je trouve, Mais hein. bien sûr. Et d'un point de vue qualitatif, encore hier je suis allé sur TF1+ pour regarder un film, et quand j'ai vu la liste des films déjà les plus regardés sur TF1+, je trouve ça chouette parce que vraiment je me dis ils proposent plein de films. Je trouve ça toujours très amusant que le fameux film du dimanche soir, il est toujours dans le top pendant la semaine qui suit, c'est-à-dire qu'il y a Ouais. plein de gens qui l'ont loupé, qui disent ah cool, on va pouvoir le voir, et Ou qui donc n'ont pas vu la fin. ou qui n'ont pas vu la fin exactement. Et donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de très encourageant, en tout cas pour le monde de la télévision, et qu'effectivement, au bout d'un moment, toute cette histoire de plateforme, ça risque un peu de lasser les gens. Et puis ce qui est intéressant aussi avec les plateformes, bon, là on pourra pas s'étendre puisque là on n'est plus sur un podcast de news, mais ce qui est intéressant avec les plateformes gratuites, en tout cas auxquelles on a accès en France, c'est que les offres dédiées sont vraiment classifiées. Elles sont vraiment Ouais, classées, je veux dire. C'est-à-dire qu'on ouais. sait ce qu'on va trouver sur TF1, on sait ce qu'on va trouver sur France TV, sur Arte, etc., etc. On sait pourquoi on va sur ces plateformes-là, et donc on cherche quand même beaucoup moins puisqu'on connaît le style de film qu'on recherche en allant sur telle ou telle plateforme. Donc c'est quand même assez intéressant plutôt que l'énorme bordel qu'on peut trouver sur Prime ou sur Netflix actuellement, quoi. C'est exactement ça, et en fait je pense que on l'a déjà dit 1000 fois, et on le redit, c'est qu'on a vraiment, on en a marre de passer des heures à chercher un programme, alors qu'on a juste à se poser devant une chaîne de télé et à passer un bon moment devant le programme qui est proposé. Et franchement, avec 27 chaînes gratuites, on est... Moi je me souviens quand j'étais en Australie et que je leur disais, alors à l'époque quand je suis allé en Australie, on n'avait pas encore 27 chaînes, on en avait que 25, mais quand je leur disais on a 25 chaînes de télé, ils me disaient mais c'est une blague, 25 chaînes gratuites, vous plaisantez ou comment ça se passe là? Non, non, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est vrai qu'on a largement de quoi faire, quoi. Ouais, complètement. Mais si vous n'avez pas de quoi faire sur votre petit écran, vous pourrez retourner sur le grand, encore une fois, je prends le relais là-dessus, pour vous parler de deux rendez-vous que vous allez avoir du 15 au 28 janvier. Alors le premier, c'est du 15 au 21 janvier. Pathé se fait une petite copie du festival Télérama, puisque du 15 au 21 janvier, il vous propose le Pathé Best Of. Alors petite copie de McDo aussi, par la même occasion, je pense. Mais en tout cas, il vous propose les meilleurs, en tout cas de sa collection, les meilleurs films de 2024 pour lui, que ça soit au niveau du nombre d'entrées ou des critiques cinéma, puisque vous allez pouvoir, dans les cinémas Pathé, pour 5 euros, revoir Anora, d'une deuxième partie, Emilia Pérez, Flo, Furiosa, une saga Mad Max, Jury numéro 2, La zone d'intérêt, L'amour ouf, Le comte de Monte Cristo, Les graines du figuier sauvage, L'histoire de Suleiman, Monsieur Aznavour, Pas de vague, Pauvre créature, The Substance, et un petit truc en plus. Ça, c'est la liste de films totales qui seront disponibles chez Pathé. Alors attention, par contre, tous les films ne seront pas disponibles dans tous les cinémas Pathé. Ça va dépendre forcément du nombre de salles, du nombre de sièges, etc., etc. Mais vous allez au moins retrouver une partie de ces films-là dans chacun des cinémas Pathé autour de chez vous. Alors à Pathé, il n'y en a pas partout effectivement, mais vous y avez accès quand même dans les plus grandes villes de France, et vous avez quand même l'occasion, donc du coup pour 5 euros, de ce qui est quand même assez rare, hein, c'est un tarif qui est quand même pas visible tous les jours dans les cinémas Pathé, surtout actuellement, ils sont quand même en ligne de mire de la plainte sur les tarifs la plupart du temps. Donc là, pour 5 euros, c'est quand même super sympa. Et si vous n'en avez pas mangé assez, du 22 au 28 janvier, c'est le fameux retour du festival Télérama. Donc c'est 5 euros, enfin, alors non, je ne dis rien. Je ne dis pas ça. Le festival Télérama du 22 au 28 janvier, c'est l'accès à des films pour 4 euros si vous avez acheté le magazine Télérama. Donc vous allez chez votre kiosque, vous allez acheter le Télérama de la semaine, et vous allez retrouver à l'intérieur un petit coupon que vous allez donner à votre cinéma qui va vous donner une petite carte, et cette carte va vous permettre pour 2 personnes d'avoir accès à 2 fois des places à 4, enfin à 2 places à 4 euros à chaque fois que vous présentez la carte pour un des films sélectionnés dans le festival Télérama. J'espère que je me suis fait comprendre, je pense que c'était relativement clair. Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir aller dans votre kiosque ou dans votre magasin presse, vous avez la possibilité de prendre un abonnement sur le site de Télérama. C'est un abonnement qui vous permet d'avoir la version numérique pour 1 euro. Et avec cette version numérique à 1 euro, vous avez un mail qui vous donne accès au festival Télérama également. Donc vraiment, c'est 1 euro super bien investi. Et vous allez pouvoir voir Les graines du figuier sauvage, Miséricorde, Les fantômes, Los Delinquentes à son image, The Substance, L'histoire de Suleiman, Flo, The Apprentice, Emilia Pérez, All We Imagine as Light, Le mal n'existe pas, Borgo et Madame Hoffman. Donc cette sélection de films, encore une fois, ne sera pas disponible dans tous les cinémas
aux alentours, tous les cinémas qui participent au Festival Télérama, mais en tout cas c'est la liste complète que les cinémas ont pu avoir, auxquels les cinémas ont pu avoir accès, et sélectionner une partie de ces films-là pour les présenter lors de la semaine du Festival Télérama du 22 au 28 janvier. Donc voilà, pour les petites bourses, c'est quand même hyper intéressant. Puis le magazine Télérama, c'est toujours un magazine super sympa. On n'est pas forcément en accord avec eux, mais en tout cas, on peut que leur accorder leur professionnalisme. J'ai oublié également de vous dire qu'il y a le coup de cœur des moins de 26 ans qui est Le Comte de Monte Cristo que vous allez pouvoir retrouver pendant le festival, et aussi une sélection d'avant-premières disponible pendant le festival dans plusieurs cinémas en France. Donc certains vont faire plusieurs avant-premières, d'autres une seule. Nous, dans notre cinéma, on n'en fait qu'une seule parce qu'on n'a qu'une seule salle, mais on aurait été ravis de faire plusieurs avant-premières si on avait pu le faire. Voici pour cette grosse news des films à pas cher que vous pouvez voir au cinéma. Donc, et on est quand même le podcast de la crise, hein. On vous propose soit des plateformes gratuites, soit des cinémas pas trop chers. Donc on est quand même en raccord avec 2025 pour l'instant, je trouve. C'est vrai, tout à fait. On vous offre, on va pas tarder de vous dire économie la team, comme dirait un célèbre TikToker. Mais on pourrait être aussi un podcast de bons plans pour les programmes, effectivement. Effectivement. J'ai une dernière news avant de passer au programme. Ma dernière news, elle concerne... alors, on voit circuler actuellement le fait que Warner aurait lancé la production de 2 films de notre enfance. Il s'agit des Gremlins et des Goonies. Alors je vois la news circuler énormément, et surtout dire que donc que l'information venait de Deadline. Deadline qui est ce site américain qui permet d'avoir des exclusivités, des interviews, etc., etc. Donc ils ont eu la possibilité d'interviewer une source qui travaillerait pour Warner, qui aurait annoncé effectivement l'arrivée de ces 2 films-là, d'une suite aux Gremlins et une suite aux Goonies. Alors loin de moi l'idée de dire que c'est une fake news, mais attention à la traduction, par contre, qui a été faite de cette information, puisque si je relis ce qui a été dit, si je vous le retrouve, hein, surtout, puisque je suis en train de le chercher actuellement, on va avoir forcément un petit doute sur ce qui a été dit. Par exemple, donc voilà, donc je vous le fais en anglais. Franchise hopes abound down the road in... Donc on a une liste de films. On a aussi donc Drew Goddard's incoming script for a new Matrix, a new Gremlins for Christopher Columbus and a Goonies treatment. Donc si on traduit ça littéralement, j'ai essayé de le faire traduire par plusieurs traducteurs sur internet, logiciels de traduction pardon sur internet. On n'a pas la confirmation à 100% que ces films-là vont être faits, mais surtout qu'ils sont en traitement chez Warner, mais ce qui est le cas depuis plus d'une vingtaine d'années. Il faut bien comprendre que c'est des dossiers qui sont sur des tables depuis très longtemps, et qu'ils attendent simplement d'avoir l'accord peut-être de tous les anciens acteurs, ou d'avoir un très bon scénario. On le voit, hein, ils discutent d'un nouveau Matrix. Pour l'instant, un nouveau Matrix est quasiment impensable, en tout cas pas avec les sœurs Wachowski. Donc voilà, prenez cette information quand même avec des pincettes, on ne sait jamais, puisqu'il y a très peu de temps, juste avant cet article-là, avait été annoncé que justement la suite des Goonies était une fake news, hein. Il y avait des gens qui l'avaient annoncé, des gens officiels qui s'occupaient du dossier du scénario, qui avaient dit que c'était pas du tout en traitement pour l'instant, enfin que c'était pas d'actualité. Donc voilà, c'est quand même bizarre que cette news retombe comme ça du jour au lendemain sur le tapis. Donc voilà, méfiez-vous quand même de cette information. On n'est pas prêt, je pense, de voir un Gremlins ou un nouveau Goonies dans nos salles de cinéma. On en a terminé avec nos news, on va tout de suite passer au programme gratuit des films et des programmes importants que vous allez pouvoir voir dans la semaine qui arrive. Effectivement, alors on va commencer rapidement par le samedi 18 janvier pour vous dire que, eh bien, il y aura 2 films à la télé ce soir-là. Vous avez l'habitude du film Arrêt-Essai de France 4 du samedi soir, eh bien, ce sera une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid qui était sortie en France en 2021 et qui effectivement a fait des entrées au cinéma plutôt confidentielles. Ça va être l'occasion de pouvoir le découvrir gratuitement. Et Sister fait le choix d'un film culte pour beaucoup de jeunes gens comme nous, de gens qui étaient jeunes dans les années 90 en tout cas, puisqu'il s'agit de Casper l'apprenti fantôme. Dis donc, ouais, ça va être chouette ça, samedi soir en prime. Ouais, chouette. Personnellement, moi j'ai hâte, je serai pas devant ma télé, mais s'il est en replay quelque part, ça me ferait vachement plaisir de le revoir. Vous en avez l'habitude, je vous garde le duel du dimanche soir, pour la fin. Évidemment, de l'émission. Donc sur TF1, lundi, il y aura toujours Erika face à Rivage, ce sera la fin
des fameuses saisons des 2 programmes. Et sur France 3, eh bien, le film du soir, ce sera La liste de Schindler. Alors attention, gros morceau, hein, avec 3h15 de cinéma, avec évidemment Liam Neeson et Ben Kingsley. Le film va débuter à 21h05 pour se finir à minuit 25. Il faudra pas prendre le boulot trop tôt mardi matin. L'amour est dans le pré sur M6, L'amour est dans le pré qui a bien marché d'ailleurs lundi dernier. On a terminé la saga précédente sur W9 avec Red, et on en commence donc une nouvelle avec Évasion, avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, face à Expandable 2 sur TMC. Ça fait beaucoup de testostérone, tout ça. Complètement. Et à noter que sur TF1 Série Film, il y aura le film Alerte, avec Dustin Hoffman et Kevin Spacey, qui raconte l'histoire d'un virus qui fait des ravages en Afrique. C'est un film des années 90, et c'est marrant parce que TF1 Série Film, on sent qu'il se lance un peu sur les films catastrophes des années 90, puisque le lundi soir, puisqu'il y avait de diffuser la semaine dernière Volcano. Oui, tout à fait. On n'est pas à l'abri de voir un pic de dents se présenter dans peu de temps. Ouais, c'est clair. Je le verrais bien arriver également, ou Twister, ou Impact, ou Independence Day, des choses comme ça. Moi, mon petit coup de cœur, il va être pour un documentaire qui va être diffusé sur RMC Découverte sur le Mont Blanc, cette montagne que j'adore, qui me fascine. Presque tous les étés, je vais me promener autour de lui, et donc il y a un super documentaire sur le Mont Blanc qui s'appelle Le Mont Blanc, les défis du plus haut sommet de France. C'est un documentaire inédit, et vous dire que sur Gulli, eh bien, vous pourrez toujours passer, rassurez-vous, Noël au bout des doigts. C'est Noël tous les jours et toute l'année sur Gulli le lundi soir. Mardi soir, alors là pour le coup, je serai forcément devant TF1, puisque c'est les 50 ans de TF1. TF1 50 ans ensemble, une grande soirée pour les 50 ans de la fameuse première chaîne d'Europe. Alors à noter que, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, TF1 se lance dans des divertissements tous les mardis soirs, et que ça a très bien marché mardi dernier, avec plus de 3 millions de téléspectateurs pour le grand concours spécial pièce jaune. Alors on va voir ce que vont donner justement les 50 ans de TF1 présentés par Gilles Boulot et Isabelle Iturburu. Alors bon, certains ont un peu critiqué le fait que ce soit Isabelle Iturburu, parce qu'elle est depuis très peu de temps sur TF1. Ils auraient préféré voir peut-être quelqu'un d'un petit peu plus, on va dire, de bouteille sur la chaîne, mais bon, pourquoi pas, hein, à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi je serai devant ce documentaire mardi soir. Sur France 2, un documentaire qui risque d'être très poignant, qui s'appelle Soumission chimique pour que la honte change de camp, un documentaire qui va notamment parler de l'affaire Pellico. Sur France 3, des nouveaux épisodes de Belfond, c'est la série qui cartonne, hein, avec Stéphane Bern dans le rôle d'un avocat, et vous dire que sur Canal+, le film à réessai du mardi, ce sera Bis Repetita, avec Louise Bourgoin et Xavier Lacaille, voilà, moi aussi, que je voulais voir et qu'on n'a pas passé dans notre salle, donc ce sera l'occasion de le voir. Point de vue cinéma sur C8, ce sera Seraphim Falls, ce film de David Von Anken avec Liam Neeson, qui est sorti en 2006, donc ça ne nous rajeunit pas. Rappelle-toi, mon cher ami, on était tout juste majeurs. Pour ça que ça me dit rien. Sur TFX, il va y avoir, alors là, pour le coup, le film Haters. Je pense qu'il ne vous a pas marqué. Il est sorti ce sera une diffusion inédite. Il est sorti avec Kev Adams en 2021. Bien sûr. Et ça avait été un sacré flop avec Kev Adams, Clara Jolie, Elise Moon. Donc bon, on vous le conseille pas forcément. Par contre, sur Gulli, il y a les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Donc c'est quand même de Steven Spielberg, donc c'est quand même super chouette de savoir qu'on pourra voir ce film. Et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que lundi, le Creepy Monday, on continue le cycle Night Shyamalan sur RTL 9, ce sera Split. Eh bah tiens. Mercredi 22 janvier, on sera avec Elisabeth sur TF1, on sera avec Made in France, une nouvelle série, enfin il y avait déjà des épisodes la semaine dernière, hein, mais c'est une nouvelle série quand même, avec Cécile Bois, Thierry Neuvik sur France 2. Si on veut un petit peu de cinéma, sur Arte, on a Les Leçons persanes, un film qui était sorti en 2020, qui avait un peu déçu par son scénario à l'époque, je me rappelle. Alors bon, à voir, je sais pas trop ce qu'il en est, je ne l'ai pas vu pour être tout à fait honnête. Sur Énergie 12, on a Sang Froid avec Liam Neeson. Sur TF1, La mémoire dans la peau. On attaque sans doute le cycle des films de Jason Bourne. Vraiment très très réussi cette saga, vraiment moi que j'aime beaucoup. The Wave sera diffusé sur Sister. Alors The Wave, c'est un film catastrophe norvégio-suédois. Alors ça fait toujours on en avait déjà parlé. On en avait parlé déjà évidemment sur la chaîne.
Et alors, attention, quel est le film de RMC Story du mercredi 22 janvier? Eh bien, il n'y aura pas de film sur RMC Story. Oh. Je vous explique pourquoi. C'était un test, ces 2 premiers films, pour voir si ça allait marcher. Alors, et vu qu'ils sont obligés de programmer sur 3 semaines. Vu ce qui a été publié sur tous les réseaux sociaux professionnels et publics de RMC Story, je peux vous dire qu'il y aura des films. Parce que là, vraiment, ils n'en reviennent pas de leurs audiences eux-mêmes d'avoir dépassé les 600 000 téléspectateurs. Mais par contre, ils veulent quand même garder un pied dans le cinéma et je trouve ça super cool puisqu'ils vont diffuser un documentaire qui s'appelle dans le secret des films. Alors il faut savoir que ils ont déjà fait plusieurs saisons de ces documentaires-là, mais là ils sont vraiment mis en avant en prime time le jeudi et donc ils vont nous proposer une soirée documentaire spéciale autour de la saga Spider-Man de Sam Raimi. Donc je trouve ça assez j'allais dire couillu, mais je sais pas si ça se dit en podcast, mais je le dis quand même. Si, tout se dit en podcast, c'est ça. Je trouve ça assez couillu d'oser faire ça quand même. D'oser diffuser un documentaire sur des films à une heure de grande écoute en prime time. Et ça montre quand même un certain amour du cinéma qui me fait bien plaisir en tout cas. Donc carrément. je trouve ça chouette. À noter que depuis peu il y a du cinéma aussi sur TV Braise et j'ai pas pensé de vous en parler, mais TV Braise, faut quand même le rappeler que c'est le leader de la TNT. J'ai découvert que ce soir, à l'heure où on enregistre, jeudi 16 janvier, eh bien satellite plutôt, non? Oui, j'ai dit quoi? De la TNT, du satellite, oui, bien sûr, excusez-moi, du satellite. Notamment, là, en ce moment, ils diffusent la saga L'Arme Fatale, et donc ce sera le cas, le 22 janvier, il y aura L'Arme Fatale 3, et à noter que là, ce soir, alors évidemment, à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est trop tard, mais il passait Les Visiteurs, le 3e épisode des Visiteurs. C'est assez rare de le voir à la télévision. Ouais, disons qu'en général, c'est réservé à TF1 pour des grosses soirées, et là, je pense que, en fait, ils l'ont, comment dirais-je? Ils savent que sur TV Braille, ça va pas non plus leur enlever énormément d'audience quand ils le repasseront sur TF1, mais ils tentent quand même le coup. Ce qui est cool. Jeudi soir, eh bien, on aura la suite de Panda. Je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder les premiers épisodes de la saison 2. Oui. Ouais, la saison 2 reprend de plein fouet. Enfin, c'est vraiment très chouette. Eh ben, super. Ce sera les épisodes 5 et 6, le jeudi 23 janvier. Un peu de cinéma, on va devoir aller sur W9 avec L'Homme Parfait, avec Didier Bourdon, Valérie Carcinti. C'est un film, on l'avait pas passé à l'époque, où Didier Bourdon devient un robot. Et donc voilà, il tente le coup. Il avait dû être diffusé sur M6 si je dis pas de bêtises, et ça avait pas forcément été un immense carton. Et vous dire que sur la chaîne Sister, il y aura un film qui a été l'un des films les plus diffusés en duel du dimanche soir au début des années 2000. C'est 6 jours 7 nuits avec Harrison Ford et Anne Heche, où ils ont un accident d'avion, et donc c'est une comédie romantique. Et franchement, ce film, moi je l'avais pas vu depuis super longtemps, et il faisait des énormes audiences à l'époque. Sur Chéri 25, il y a In the Air avec Georges Clooney, et pas mal, ça. Et en deuxième partie de soirée à 23h10, il y aura Patient avec De Grands Corps Malades. À 23h10. J'aurais pas vu en seconde partie de soirée, mais pourquoi pas. Ouais. Le jeudi 23 janvier. Le vendredi 24, le documentaire événement Merci Dorothée, un retour en images sur les hâte. Avec en deuxième partie de soirée, alors attention, ça dure de 21h10 à 1h du matin. Donc c'est une immense soirée. Et en deuxième partie, plutôt troisième partie de soirée, de 1h du matin à 2h40 du matin, il y aura un autre documentaire qui s'appelle Du Club Dorothée au mystère de l'amour, les coulisses d'une success story. Donc ça risque d'être vraiment intéressant. Face à eux, ils auront la boîte à secret de Faustine Bollard sur France 3 avec comme invité cette semaine Antoine Decaune, Muriel Robin et David Hallyday. Le film qui sera diffusé sur Canal+ en box-office, eh bien ce sera Elias avec Roche Dizem. Bien sûr. Alors, film pour le coup qu'on n'a pas passé dans notre salle, que du coup je n'ai pas vu. Qui a été un four, complètement. Ouais, un sacré four, à voir ce que ça va donner. Sur M6, Maléfique, le pouvoir du mal. Donc Maléfique 2, on peut pas vous donner les audiences de Maléfique, puisqu'à l'heure où on enregistre, le film n'a pas encore été diffusé, évidemment. Sur TMC, Bis, avec Franck Dubosc et Cadmerade. Bon, je l'avais vu à l'époque, c'est sympathique, mais c'est pas, c'est pas non plus incroyable. Et Hot Shot 2 sur Gulli. Allez, duel du dimanche soir, David. Alors, c'est parti. Je vais avoir du mal à te faire deviner le film de TF1, puisque moi, j'ignorais toute l'existence de ce film. C'est un film inédit à la télé, sorti en 2023, sur Prime Video.
Ah, Donc ça, bah, c'est pareil, je trouve ça chouette ce partenariat Prime TF1 oui. parce que des gens qui n'ont pas Prime ont quand même pu voir pas mal de films l'année dernière. Et alors là, toi, tu as une telle culture cinématographique que tu vas pouvoir me dire, mais si David, enfin, on en a entendu parler. C'est un film avec Jason Statham et Ah, c'est de Bi. Non, enfin, vas-y. c'est avec Jason Statham et Hugh Grant. C'est un film de Guy Ah. Ritchie. Ah oui. C'est Vas-y. Je sais plus le Opération titre. Fortune, ruse de guerre. Opération Fortune. Il paraît que c'est un four. Il paraît que c'est une torture. Eh ben, les critiques sont pas si mauvaises que ça. J'ai Ah ouais? regardé. Ah bah, Ouais, les ouais. premières critiques. Mais bon, les gens sont très critiques sur les. Alors ça Ouais, aussi, il faudrait qu'on ouais. en parle. C'est un sujet. Mais les gens sont très critiques sur les films de plateforme. Et bizarrement, quand ça repasse à la télé, les gens sont beaucoup moins déçus. C'est quand même assez bizarre comme phénomène. Bah, c'est-à-dire que là, quand on regarde vraiment les critiques presse et spectateurs, on est autour de 2,8, 3 sur Allociné quand même, hein. Ah ouais, c'est pas si mal. Ce qui est pas, voilà. En plus, c'est un film de Guy Ritchie. Alors moi, c'est un réalisateur que j'aime Ouais. beaucoup. Alors, il a Ouais, pas moi fait que aussi. Ouais. des énormes chefs-d'œuvre, hein. On va pas se mentir, Non, non, mais non, non. globalement, moi, je passe toujours enfin, j'ai rarement passé un mauvais moment devant un film de Guy Ah Ritchie. oui, ça c'est Euh, sûr. on peut vous rappeler rapidement sa filmographie. Il y avait The Gentleman en 2019, il y avait Snatch, il y a eu Arnaque, crime et botanique, Sherlock Holmes. Oui, tout à fait. Bon, Il a fait Aladdin aussi, la version live action. ouais, voilà. Alors que moi, je suis pas très fan des live action, mais c'est franchement pas si mal. Le Roi Ouais, Arthur de c'était chouette. 2017, j'avais pas aimé par contre, Oui. mais bon, Ah, je voilà. l'ai pas vu celui-là. Chacun ses goûts. Mais en tout Bien cas, sûr. bah, je trouve ça assez osé pour TF1, mais Ouais. je pense que ça, vraiment pour le coup, l'ADN des films du dimanche soir sur TF1. Je sais pas ce que Ouais, t'en bah penses, c'est mais complètement ça. Oui, c'est exactement le genre de film devant lequel on a envie de se mettre quand on met TF1 un dimanche soir, quoi. ouais, c'est ça. Alors, on est dans la lignée. Alors, pour l'instant, d'ailleurs, notre recordman de 2025, c'est la chute de Londres. En même temps, il y a eu que 2 dimanches. Donc, Oui, on vous c'est pas rappelle que faux. c'est notre fil rouge, mais voilà. C'est vrai. Donc, Opération Fortune, ruse de guerre. Et en face, eh bien, un gros challenge. Puisque sur France 2, on aura Simone, le voyage du siècle, inédit Eh oui, également, c'est vrai. avec Ah là Elsa là. Zilberstein, Rebecca Marder et Elodie Bouchez, le film qui Oh, j'ai raconte bien peur pour TF1 là. la biographie de Simone Veil. Ouais, alors, c'est pas forcément très grand public. Moi, je sais que je suis un peu la honte des profs d'histoire puisque j'étais pas allé le voir, Simone, à l'époque au cinéma, parce que il était très long et on m'avait dit que c'était bien joué, mais un peu scolaire et pas forcément transcendant, pas très C'est exactement ça. cinématographique. Donc, je ne sais pas encore dimanche si je serai sur Opération Ruse ou si je serai sur Simone, le voyage du siècle, mais en tout cas, sacré duel et moi j'ai du mal à savoir qui sera gagnant, très honnêtement. Et ben là, c'est vraiment dur, comme tu dis. Effectivement, Simone, c'est pas si grand public que ça. Et en plus, je crois que le film est long. Hein, il doit faire plus de 2 heures et quart. Ouais, c'est ça, En ouais, même temps, deux c'est heures vingt. normal pour la vie qu'a eu cette femme. Mais c'est vrai que qualitativement, j'avais été un peu déçu. Mais la plupart des personnes qui étaient sorties de la salle à l'époque étaient quand même très très contents d'avoir pu avoir des détails sur la vie de cette femme extraordinaire. Ouais, Donc j'ose espérer que les gens seront j'imagine. quand même devant leur télé. Ouais. Donc à voir. Pour moi, je mettrais peut-être une petite pièce sur TF1, moi quand même. On en Eh reparle ben la écoute, semaine prochaine, je mais mets ouais. la mienne sur Simone. Est-ce qu'on recommencerait pas pour cette nouvelle saison de Critflix à faire des estimations de millions? Ah bah si tu veux, si tu veux. Eh ben allez. Moi je dirais 3,5 millions pour TF1 et 3,2 millions pour France 2. Donc tu mets pas ta pièce sur Simone. Eh ben, oui, non, c'est vrai, en fait, au final. Maintenant que tu me le dis, eh ben, écoute, il n'y aura pas de pièce pour Simone, du coup. Moi Effectivement, je, en y réfléchissant, je me disais, ah, ça serait quand même bizarre que Simone atteigne quand même les 3,5 millions, 4 millions. ouais, Donc, en fait, ouais. Moi je verrais bien du 3 millions 1 ou 2 sur TF1 dans la lignée de ce qu'ils ont fait la semaine dernière et autour de 2 millions 8 à 3 millions pour Simone Veil. Je me dis ça, voilà, je verrais bien ça, mais à voir. À noter qu'en deuxième partie de soirée, il y aura le jour d'après d'ailleurs sur TF1. Et je vais quand même ouais. vous donner les autres programmes du dimanche soir parce que ça aurait pu t'aider aussi à jauger les millions. Point de vue cinéma, on aura Casino sur Arte de Martin Scorsese. Donc très très gros film Ah, oui. Oui. que je n'ai pas vu mais que j'ai en Blu-ray, qu'il faudrait que je regarde. Sur W9, La vérité si je mens, les débuts. Sur TFX, Le Pari. Et sur TF1 Série Film, pardon, Mon Babysitter, une comédie romantique de 2009 avec Catherine Zeta-Jones. Ah, oui. Voilà, et Twilight chapitre 3, ce sera sur Sister. Et je Eh ben oui. termine ce programme par une petite info cinéma en journée qui fait toujours plaisir, puisque sur France 4, dimanche après-midi à 13h30, il y aura Les Croods, donc c'est Trop assez bien. sympa de se dire que ce film-là sera diffusé.
Par contre, une info un peu plus anecdotique, mais aussi un peu marrante, c'est de savoir que la série Zorro va être rediffusée sur France 2 dimanche soir, enfin plutôt dans la nuit de dimanche à lundi, de 1h35 à 4h05 du matin, Ah la vache. suivi d'un documentaire qui s'appelle Mais qui est Zorro? Alors ça pourrait être passionnant, hein, mais par contre, faudra veiller très tard puisque le documentaire Ah est bah là. diffusé de 4h05 à 4h50 du matin dimanche soir. Voilà pour le programme télé de la semaine. Alors avant de terminer ce podcast, on avait quand même une petite news sur le côté à faire, parce que vous le savez, on s'occupe des écrans en général, les grands, les petits, mais aussi les tout petits. Et voilà, juste avant de faire cette émission, on a eu l'occasion, comme beaucoup à mon avis de personnes sur internet, de voir la vidéo de la nouvelle Switch, la Switch 2. Nintendo l'a enfin annoncé. Alors ça faisait un moment qu'on attendait finalement cette annonce qui était quand même, voilà, officiellement, on savait qu'il allait y avoir une Oui, nouvelle console. c'était dans les On tuyaux, quoi. Ouais, dans tous les cas, mais on attendait juste de savoir à quoi elle ressemblait. Il y avait quand même eu pas mal de rumeurs. Alors là, la vidéo est assez courte. On apprend notamment que le système d'attache qui est à l'arrière de la console pour la faire tenir toute seule va changer. Il va être un petit peu plus large. Il va permettre de fixer vraiment toute la console. Ça va plus être un pied classique. On a aussi l'occasion de voir que les manettes ont été renforcées au niveau de leur joystick et qu'elles sont maintenant magnétiques. Vous n'aurez plus à les faire glisser dans la console, mais tout simplement à venir les coller sur les côtés et elles viendront s'attacher toutes seules à la console, et également un écran plus grand. Alors est-ce que toi tu l'attends avec impatience cette console, même si on sait aussi qu'elle sera rétro-compatible, mais attention, pas avec 100% du catalogue. Alors, moi, je suis un très grand fan de Nintendo, donc bien sûr que je l'attends, même si, comme je le disais, je crois, dans un épisode de Critflix, je suis vraiment moins jeux vidéo en ce moment. Je joue très peu. Ouais, bien sûr. Mais évidemment que j'ai hâte. Alors, il y a quelques infos qui sont sorties, notamment par le site jeuxvideo.com. En fait, on a comment dirais-je, un détaillant français qui aurait balancé des infos à jeuxvideo.com Ah bah pour tiens, un prix de 400 €, 25 jeux pour le lancement, le prix Oh. des jeux qui augmenterait autour de 79 € le jeu, et Aïe, une aïe, aïe. augmentation du prix du Nintendo Switch Online. Donc c'est pas forcément des bonnes nouvelles tout ça. Non, ça c'est vrai que c'est pas forcément cool, mais on attend de voir. Parfois les informations sont aussi jetées à la mer pour voir un petit peu la réaction des gens. Alors on sait que par exemple la PlayStation 5 Pro a été quand même très très bien vendue, alors que les gens se plaignaient du prix. Donc apparemment le public, quand il a envie de quelque chose, se l'achète quoi qu'il en soit. Donc voilà, on verra. De toute façon les infos arriveront au fur et à mesure. Est-ce qu'on vous fera une autre news sur la Switch 2? Je ne sais pas. Vous nous dites dans les commentaires ou voilà, ou sur les réseaux si ça vous plaît, quand on parle un petit peu plus de jeux vidéo et de médias en général. Mais en tout cas, on mettra la priorité de toute façon sur le cinéma, la télévision et les plateformes comme on le fait d'habitude. C'est... Putain, j'y arrive pas à la fin de ce podcast. Cette émission arrive à sa fin. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir écouté en entier. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à en parler autour de vous, à nous rejoindre sur tous les réseaux disponibles, hein, que ce soit sur Thread, sur Instagram ou même sur Facebook si vous avez Facebook. Merci beaucoup David d'avoir été encore là cette semaine. On essaye encore une fois d'être là vendredi matin. Et puis voilà, à très bientôt tout le monde. Et encore une fois, grand merci. Bonsoir et à très vite.